o tō pautu, tēnei pupuui. Tēnei e haka i te au ia o tō, pe hea tō hana, pe o te haue tēze. Te hana, te patu ia tike no te ahana. Pe o te aikoa o te thèse, te kakai e nana, ou bien la mythe-histoire marquisienne. Ça a changé un peu le titre. À l'époque, j'ai écrit, c'était le premier âgé, la mythologie et une Weltanschauung, malheureusement un peu pas bien écrit. Et puis, c'est la question, je travaille sur des manuscrits marquisiens. Et puis, durant un travail sur un livre, sur le To'o Inanna, la question qui se me pose, c'est que la transmission de savoir dans une société sans écriture. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est la société marquisienne avant contact. Et ça, c'est quand même, si on veut dire, une aventure intellectuelle, on peut faire avec mon âge. Et puis, comment on peut capter la société marquisienne avant contact, parce que normalement, on est toujours, on est dépendant des écritures des autres, le regard de l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est le regard des marquisiens à eux-mêmes. Et ça, on a une manière, bon, il y a des textes, des mythes qui étaient collectés, les mythes qui étaient utilisés à des formes très différentes par des acteurs, et puis surtout, la problématique, c'est que si on travaille sur des sociétés sans écriture, on a la parole, et dès que la parole s'arrête, ça reste rien. Ça, c'était théorisé par Walter Ong, de citation, c'est-à-dire, c'est quoi les résidus? Mais il y a des résidus, et ça par exemple, c'est un objet, ça s'appelle un to'omata, c'est une sorte d'appareil mnémotechnique. Et c'est-à-dire, si vous connaissez le contenu, vous pouvez utiliser ça pour évoquer ça. Et ça, il y a plusieurs manières d'utiliser un savoir qui n'est pas écrit par des spécialistes, bien sûr, qui connaissent ça. Et ça, c'est par exemple, c'est un livre, j'ai là avec moi. Ça, c'est des objets qui étaient collectés par Carl von Einstein. Et puis Carl von Einstein, fameux chercheur allemand, premier scientifique qui est venu aux Marquises. Là, vous voyez une comparaison, l'objet soi-même et son carnet. Parce que moi, j'ai travaillé sur le carnet, le seul carnet du terrain de Carl von Einstein. Et ça, vous voyez, chaque nœud, chaque corde fait référence à une histoire ou une généalogie. Et nous, autant qu'Européens, on a divisé la société marquisienne, généalogie, mythologie, danse, musique. Et puis l'idée, c'est quand même de restituer ça d'une manière, c'est un ensemble. Et on connaît très peu, c'est très difficile à trouver dans tous les sources écrites par des étrangers, de trouver des traces, surtout des rituels. C'est-à-dire l'utilisation rituelle d'un savoir. Là, par exemple, nous, on a dissocié généalogie et mythologie. C'est impossible de le faire, c'est un ensemble. C'est-à-dire l'histoire de failles commence avec une généalogie. Et une généalogie, on a commencé à faire des paires qui disent rien, parce qu'une généalogie, c'est aussi l'ordre social quand même, qui est relié avec qui. Et puis, pour terminer, il y a la transmission de savoir a une forme poétique, c'est-à-dire les chants, comme à l'Église catholique, si vous voulez, c'est-à-dire en chantant, c'est beaucoup mieux de transmettre le savoir qu'en parole. Il y a des formes, et ça, la question, c'était qui a fait ça. Et ça, c'est des recherches, par exemple, ici, vous avez la description, ça c'est Carl von Einstein, la description de la construction d'un waka hiva, un grand pirogue, avec l'arbre dedans et tout, on fait les haches, et c'était une description d'un processus technique entier. Et ça, on trouve, bien sûr, dans les textes, et ça, c'est la raison, je me posais cette question, comment on peut faire ça. Et puis, encore un objet, ici au musée de Tahiti des îles, et ça, c'est le truc qui m'intéresse, et j'appelle ça mythe-histoire, parce que normalement, on parle de préhistoire, ethno-histoire, histoire. Et moi, je dis c'est la mythe-histoire, c'est la connexion
entre mythologie ou mythe et histoire, qui est un débat, c'est pas moi qui ai lancé ce débat, c'est un terme qui est utilisé depuis le début du XXe siècle par un Anglais, et puis parce que, bien sûr, les Marquisiens, ils sont une histoire, et moi, j'aime pas trop ce terme ethno-histoire, parce que ça veut dire quoi? Et moi, je considère la mythe-histoire, c'est l'histoire des gens des Marquises. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir. Donc, ma recherche porte sur le traitement des questions identitaires dans l'œuvre de Gianfante, qui est un écrivain américain aux origines italiennes et dont l'œuvre s'étend sur une période de 50 ans, de 1932 à 1982. Je me focalise sur ses romans et sur ses nouvelles. Alors, pourquoi est-ce important de travailler sur ces questions? Eh bien, tout d'abord, les études menées jusqu'à présent semblent porter sur des questions purement ethniques, donc le côté italien des personnages, les stéréotypes et représentations, en faisant des constats. Donc, Fante donne tantôt une image plutôt comique, tantôt une image pathétique de la famille italienne aux États-Unis, donc une image qui est d'ailleurs très certainement calquée un peu sur l'image de sa propre famille. Mais ces études ne montrent pas, à mon avis, comment Gianfante donne une image aussi hybride, c'est-à-dire respectable, pas très respectable, de ces mêmes familles, qui va au-delà des stéréotypes. Ensuite, les études menées semblent se focaliser surtout sur la saga d'Arturo Bandini. Donc vous avez ici deux couvertures de romans. Arturo Bandini, donc l'alter ego le plus célèbre de Gianfante. Alors que c'est aussi dans les nouvelles de Gianfante qu'on trouve ces mêmes thématiques qui sont traitées aussi de manière un petit peu différente. Je propose donc d'élargir le corpus afin de faire avancer et de compléter le traitement de la question identitaire chez Gianfante. Alors, l'intérêt pour l'œuvre de Gianfante chez les universitaires est encore malheureusement limité. Et peu d'études exhaustives existent à ce sujet. Donc, parmi les études qui ont été faites, nous pouvons d'abord penser à celle de Stephen Cooper, donc, qui est professeur de littérature à l'Université de Californie à Long Beach, qui est le biographe officiel de Gianfante. Et c'est celui qui a eu aussi accès aux documents personnels de celui-ci dans leur version originale. Cooper a également organisé un colloque international à ce sujet en 1995. Et enfin, il a édité un nombre assez conséquent de manuscrits pour les rassembler dans des collections disponibles donc avec des textes phares. Deuxième étude, celle de Richard Collins, donc, qui est professeur à St. Louis, qui a tenté de dresser le portrait littéraire de Gianfante en se basant sur un ensemble de ses écrits. Et il donne une image, ma foi, assez informée de Fante, l'écrivain. Mais les traitements des questions identitaires chez les personnages ne me semblent pas exhaustifs, en ce sens qu'ils se basent sur un nombre, pour moi, trop limité de textes. Enfin, Catherine Kordich s'est intéressée aux romans et novellas de Gianfante et met l'accent sur le fait qu'il a souvent été un romancier un petit peu sous-estimé. Dans son ouvrage de 2000 et dans quelques articles qu'elle a publiés depuis, elle semble poursuivre les pistes identitaires qui ont déjà été proposées par ses prédécesseurs. Enfin, il existe aussi une biographie qui a été écrite par un Français, Sylvain Reiner, qui s'appelle « La détresse et la lumière ». Et même si cette biographie nous éclaire pas mal sur la vie de Gianfante en elle-même, malheureusement, le travail ne relève pas vraiment du registre scientifique, ça relève plutôt de la fiction. Alors, mon objectif, les objectifs qui sont présentés ici, est donc l'étude culturelle des questions identitaires chez Gianfante. En effet, son œuvre instaure un dialogue entre littérature et civilisation en permanence. Donc nous pouvons situer l'œuvre de Fante comme étant une sorte de in-between. In-between, donc, c'est un concept que nous empruntons à Homi Bhabha, que vous voyez ici. Le travail de Bhabha, donc, bien que ce travail relève des études postcoloniales à l'origine, est une œuvre de référence majeure dans le travail que j'entreprends et paraît parfaitement adapté. Bien sûr, pendant les questions, je pourrais vous expliquer un petit peu pourquoi, un petit peu plus en détail.
Donc, pour répondre à la question identitaire dans son ensemble, je propose de travailler sur 3 axes. Les 3 axes qui sont présentés ici. Donc d'abord, comment est-ce que Fante crée des identités littéraires à travers l'utilisation du genre autobiographique, à travers l'utilisation du stream of consciousness, en particulier dans la saga d'Arturo Bandini, mais pas que, et comment il écrit aussi sur les écrivains. Et il utilise les divers alter ego, dont j'en ai cité que 3 ici, les 3 plus connus, même en les faisant échouer, ces alter ego, pour se créer une propre identité littéraire. Deuxième axe, comment il traite la question de l'ethnicité, à travers la représentation qu'il donne de la famille italienne aux États-Unis et la représentation qu'en ont également les Américains. Ce qu'il fait pour changer cette représentation et enfin, comment il tourne cette représentation, souvent en dérision même, pour là encore se créer une identité littéraire. Enfin, l'utilisation des masques chez ces personnages pour créer une commedia dell'arte à l'américaine. Ici, il sera possible donc de confronter, voire d'opposer les différents alter ego, donc les 3 que nous voyons présentés ici, comment ils évoluent en fonction des différents masques que Gianfante leur fait porter. Pour conclure, je prévois une thèse sur 6 ans, étant donné que je travaille à temps plein. Donc la prochaine étape pour moi, ce sera de poursuivre le travail sur l'état de l'art, en particulier en travaillant sur Bakhtin, puisque je viens à l'instant d'évoquer la question des masques, et d'élaborer des grilles de lecture de l'œuvre de Fante en fonction de cela. Je n'en dirai pas plus, je vous remercie pour votre attention, et si je peux répondre à vos questions, je le ferai. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter mes travaux qui démarrent. Je fais cette thèse sous la direction du professeur Semir Alguardi. Et j'aimerais vous poser une question pour démarrer. Avez-vous une famille? Des voisins? Des collègues de travail? Comment sont vos relations interpersonnelles? Simples? Difficiles? Imbriquées? Dangereuses? Mais j'ai un secret de polichinelle pour vous. Les pays ont aussi des relations difficiles, faciles, imbriquées et dangereuses. Et la science qui étudie cela, c'est les relations internationales. Pour ce qui me concerne, moi, je vais travailler sur les relations internationales dans le Pacifique, et notamment les relations internationales de la Polynésie française. Donc les relations internationales sont une science, c'est une branche des sciences politiques qui analyse les interactions entre différents acteurs. Donc les États, les organisations internationales, les entreprises transnationales, les ONG et les groupes sociaux. Pour Robert Frank, historien français spécialisé en l'Europe et les relations internationales, cette discipline étudie l'ensemble des rapports des êtres et des groupes humains et les relations et leurs relations entre eux à travers les frontières. Donc, pour ce qui me concerne, c'est petit, mais je vais me concentrer sur les relations internationales du Grand Pacifique. Donc, en termes géographiques, c'est tout ce qui concerne la rive pacifique de l'Asie, l'Océanie et la rive pacifique des Amériques. Donc, il y a une architecture régionale dans cet ensemble géographique. Cette architecture est multipolaire et elle est constituée par un espace central, terrain du commerce mondial. C'est le théâtre majeur des rivalités géostratégiques du XXIe siècle et c'est une zone cruciale pour les enjeux maritimes et climatiques. Pourquoi climatique? Parce que cette partie du globe a quand même
quasiment plus de la moitié des humains. Et avec les changements climatiques, l'augmentation du niveau de la mer, et certainement certains territoires pourraient être perdus d'ici 50 ans. Donc les enjeux sont majeurs. Ma recherche va se focaliser essentiellement sur la Polynésie française et ses relations internationales. Donc il y a déjà une architecture régionale, donc basée sur des organisations internationales. Donc la Polynésie française fait aujourd'hui partie du Forum des îles du Pacifique, de la Communauté du Pacifique, des groupes de dirigeants polynésiens, de la Commission économique et sociale Asie-Pacifique de l'ONU, des groupes de parlementaires du Pacifique. Et vous allez me dire à quoi sert tout cela? À la Polynésie, à la France, à l'Europe et notamment aux Polynésiens. L'objectif de ma recherche, démontrer à la lumière des principales théories en relations internationales, puisqu'on sait que les relations internationales c'est une science, démontrer que la Polynésie française développe des relations extérieures, en dépit des contraintes juridiques et les avis des experts et de la doctrine. Analyser, le deuxième objectif, analyser comment l'intégration de la Polynésie française au sein de l'architecture régionale lui permet de défendre ses intérêts propres en tant que collectivité. Tout en naviguant dans un contexte de rivalité géopolitique des grandes puissances, notamment la Chine, les États-Unis et la France. Et quand j'ai eu une discussion avec mon directeur de recherche, j'ai mentionné la France, il m'a dit « Mais Tahiti, c'est la France ». Oui, mais dans la discussion, on a pu dire que par rapport aux recherches déjà établies des professeurs Guardi et des professeurs Réunion, notamment sur le partage des pouvoirs entre l'État et la Polynésie, et parfois la Polynésie a des vérités particulière sur ses propres compétences et sur sa représentation dans la région. Voilà, je m'arrête là et on va ouvrir peut-être aux questions. Oui, merci beaucoup, Angel. Yorana, bonjour à tous. Donc, je suis doctorante en première année. Je prépare une thèse en droit de la santé donc sur le multiculturalisme et le droit de la santé en Polynésie française. C'est un projet qui est né d'un constat sur le terrain, parce que donc, je suis actuellement juriste à la direction de la santé de Polynésie, et en travaillant sur la réglementation, sur les textes et sur certaines demandes du gouvernement actuel, j'ai été amenée à me poser des questions sur comment intégrer certaines pratiques traditionnelles, certaines médecines alternatives aux réglementations en vigueur. Donc c'est une question qui est assez épineuse parce qu'on touche aux droits des patients, aux droits de la santé en règle générale, aux responsabilités médicales. Et c'est assez compliqué d'intégrer ce genre de pratique qui n'a pas de fondement scientifique comme nos pratiques actuelles en médecine. Donc mon projet porterait sur l'étude comparative de ce qui se fait dans d'autres régions du Pacifique sur l'inclusion de ces pratiques traditionnelles, ce qui a été fait par exemple au Vanuatu, en Nouvelle-Zélande, à Fidji, comment ils ont réussi à gérer ce lien entre culture et tradition et médecine, parce que on voit depuis quelque temps, l'OMS a fait des recherches sur ça, il y a plus de 400 pratiques de soins non conventionnels qui ont été recensées. En France, on a beaucoup de recours à ces pratiques-là, et ce problème d'encadrement et de vide juridique pose des questions. Donc l'objectif, ça serait de pouvoir trouver un moyen de les insérer en toute sécurité dans nos réglementations.
Pour ça, je compte m'y prendre de différentes façons. Donc, analyser les textes en vigueur, c'est ce que je suis en train de faire déjà au travers de mon poste actuellement. Donc, l'étude comparative et ensuite des entretiens semi-directifs auprès des professionnels de santé en Polynésie, auprès de la population, avoir un peu une idée de l'utilisation de ces pratiques sur la population locale et leur souhait d'intégration. Par exemple, actuellement, j'ai une problématique sur la circoncision rituelle et l'encadrement de ces protocoles de circoncision, surtout dans des zones où il n'y a pas forcément d'hôpitaux, donc tout ce qui est territoire un peu éloigné, que ce soit les Marquises ou les autres zones qui sont géographiquement un peu, pas en désert médical, mais où on a seulement des dispensaires, où on a des infirmiers qui doivent faire de la chirurgie, des choses comme ça. Comment justement sécuriser juridiquement et les médecins qui vont avoir ces pratiques-là, et le patient si jamais il y a des complications suite à ces interventions. Donc mes perspectives à moyen et court terme, c'est d'identifier, de formaliser les critères juridiques pour la reconnaissance de ces pratiques traditionnelles de soins, de proposer des outils de régulation souples, donc que ce soit des chartes, des référentiels adaptés au contexte polynésien, et d'explorer les formes de coopération possibles entre les médecins traditionnels ou ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle et les médecins conventionnels, entre guillemets. Et il y en a ici sur le territoire qui s'intéressent beaucoup, même dans leur pratique conventionnelle de la médecine, à tout ce qui est Rao Tahiti, etc. Et favoriser le dialogue institutionnel entre les autorités et les juristes et les représentants des traditions locales. Voilà. Si vous avez des questions. Yorana. Effectivement, depuis 10 ans, je travaille à Bora Bora. Mon dernier poste occupé, c'était responsable du recrutement. C'est un poste qu'on a créé à Tahiti en télétravail pour faire le recrutement d'un hôtel 5 étoiles de Bora Bora. Malgré cette création de poste spécifiquement sur Tahiti pour pouvoir, je dirais, mettre les bouchées doubles sur le recrutement local, on a dû constater que c'est assez compliqué, malgré tout, de continuer à recruter des cadres hôteliers sur le territoire. Donc vous avez compris que je vais vous parler de la pénurie de talents. Pourquoi le sujet m'intéresse? Tout simplement parce que c'est mon cœur de métier, mais aussi parce que c'est une problématique qui est partagée par tous les hôteliers. Et puis, malgré la mise en application de la loi de promotion de l'emploi local, il y a maintenant 3 ans, ça ne nous permet pas d'avoir ni plus de candidatures, ni des candidatures avec des compétences qui sont plus en adéquation avec nos besoins. Alors du coup, nous, les professionnels de l'hôtellerie, on continue à recruter hors des frontières. Et puis, ou alors, on va recruter des personnes qui sont moins qualifiés, et ça entraîne, comme je mettais sur le poster, une déprofessionnalisation des métiers en hôtellerie, avec un risque qui est de ne plus délivrer la qualité de service 5 étoiles qui est attendue par nos clients qui payent très cher, et puis aussi de compromettre l'image de marque de l'hôtellerie de luxe sur la destination. Alors ça a aussi un impact, puisque ça met une grande pression sur les épaules de nos managers, puisqu'ils doivent continuer à délivrer un service 5 étoiles tout en n'ayant pas toujours les ressources appropriées. Et puis, je dirais, sur un point de vue un petit peu plus social, on sait qu'on a plus de 8000 demandeurs d'emploi en recherche active en Polynésie française, pour 1600-1700 offres d'emploi en hôtellerie, restauration et loisirs. Et je suis persuadée qu'on peut réussir à faire mieux. Donc, ma thèse porte plus précisément sur l'océanisation des cadres en hôtellerie de luxe en Polynésie française. Alors, on sait que c'est un secteur d'activité à forte contrainte physique et temporelle. Mais ce qu'on sait moins, et on le dit moins, et je trouve ça dommage, c'est que l'hôtellerie, ça permet aussi de faire des belles carrières. C'est un des rares secteurs d'activité où on peut rentrer sans aucun diplôme et avoir des opportunités de développement, d'évolution, de promotion, de mobilité locale ou internationale grâce à la motivation, à la formation, au coaching, au feedback des managers sur le terrain. Alors pourquoi, c'est ma question, pourquoi cette pénurie de talent? C'est multifactoriel, je pourrais vous parler de tout un tas de raisons, et notamment peut-être du manque de visibilité justement de ces belles carrières hôtelières,
un manque de formation, un manque de choix dans les formations, un manque de place dans les formations éventuellement. Peut-être des formations qui ne répondent pas aux attentes des professionnels, peut-être des professionnels qui connaissent mal les formations et peut-être aussi des candidats qui ne veulent pas faire des concessions sur leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle avec les salaires qu'on leur propose. J'ai choisi d'étudier cette question de l'attractivité à travers les facteurs de motivation intrinsèques de nos managers en utilisant donc les encres de carrière d'Edgar Schein. En fait, c'est un concept où Edgar Schein estime qu'il y a 9 encres de carrière qui vont se cristalliser au fur et à mesure de l'expérience professionnelle pour constituer des facteurs de motivation profonds sur lesquels les candidats ne vont pas concéder. Donc ça, c'est pour étudier l'attractivité. Et en parallèle, je vais étudier la dissonance cognitive, qui est un concept de Léon Festinger, qui est en fait une sorte de conflit interne que l'individu va vivre lorsque la situation ou les comportements ne correspondent pas avec les valeurs et les croyances de la personne. Et c'est un peu ce qui se passe pour nos managers sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils vont devoir justement fournir ce travail de qualité 5 étoiles en n'ayant pas toujours les ressources, et donc je parle principalement de ressources humaines, et aussi dans une logique de financiarisation de l'hôtellerie, où parfois on a la question de la qualité qui va passer en second plan. Donc là, je vais plus étudier le désengagement finalement des managers. Je vais choisir d'aller sur le terrain, de rencontrer les managers, de pouvoir voir ce qui engage ou ce qui freine en termes d'engagement au travail, puisque ça a un impact sur l'attractivité. Vous allez me dire, c'est quoi le lien? Donc le lien, c'est qu'on va parler en général de marque employeur comme une marque qui va pouvoir permettre d'attirer les talents vers nous. Là, je vais plus voir une marque secteur, c'est-à-dire que les personnes qui sont nos ambassadeurs, ce sont nos managers, et l'expérience qu'ils vont avoir, positive ou moins bonne, ils vont en véhiculer une image qui va avoir un impact sur l'attractivité sur le marché de l'emploi. Et pour finir, je vais déposer un dossier CIFRE pour travailler auprès de Madame Ina Crépin au campus des métiers de l'hôtellerie, de la restauration du Pacifique, qui a pour mission, une des missions principales, l'attractivité dans le secteur. Bien sûr, l'objectif final, c'est de travailler sur l'attractivité, faire des préconisations, faire en sorte que sur le marché du travail local, l'offre et la demande se rencontrent et de pourvoir davantage de postes de managers localement. Merci. Merci beaucoup, Céline.